Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour la première Delville Academy de l'année. Alors, avant toute chose, je vous souhaite une très très belle nouvelle année. Alors, quelques mots sur l'actualité de Delville Management. Alors, nous existons depuis 2010 et depuis 2019, nous avons progressivement construit une organisation régionale avec des implantations à Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Strasbourg, en complément de notre siège parisien, et une organisation également internationale avec une présence en Allemagne, Italie et Espagne. Et nous venons d'annoncer avant-hier notre présence en Allemagne, le renforcement de notre présence en Allemagne, pardon, avec l'arrivée de 5 senior partners, dont, donc en complément de Düsseldorf, où Delville Management était déjà implanté. Et nous serons désormais présents à Berlin, Hambourg, Mannheim et Saarbrück. Pour rappel, la Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Alexandre Auter, qui est expert en stratégie, opération et risque SSI, cyber, chez Talentia Institute. Cybersécurité, le nouveau risque silencieux de vos organisations. C'est ce dont Alexandre va nous parler ce matin. Alors, pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R et bien évidemment, nous y répondrons à la fin. Alexandre, je te laisse donc la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Delphine pour cette présentation. Aujourd'hui, une conférence d'environ 3/4 d'heure, si je ne m'abuse. Je vais essayer de rester dans les temps, mais me connaissant, je pourrais très vite déborder. Je compte sur Delphine pour me recadrer si jamais je prends un peu de temps sur le temps imparti. Alors, euh, j'ai voulu cette conférence avec un sens assez large, avec un certain niveau de vulgarisation. Je ne m'adresse pas ici à des experts SSI ou des experts en cyber. Le but n'est surtout pas de faire de vous des experts dans ces domaines-là. Et donc, j'ai voulu qu'elle soit accessible au plus grand nombre. J'éviterai donc, dans la mesure du possible, le jargon technique, même si vous le verrez à quelques moments, ça peut apparaître. Alors, euh, cybersécurité, le nouveau risque silencieux de vos organisations. Alors, j'aurais pu dire nouveau, pas forcément, mais en très forte croissance, c'est certain. C'est sans doute silencieux et on le verra pourquoi, parce que les choses arrivent de manière très discrète. Et enfin, pour vos organisations, alors bien entendu les organisations sur lesquelles vous intervenez aujourd'hui, diverses et variées, mais aussi sur l'organisation, votre comportement en tant que manager et de manager de transition tout particulièrement. En termes d'agenda, moi ce que je vais vous proposer, c'est simplement de faire un petit point sur le vocabulaire, puisqu'on va parler de cybersécurité. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'est la cybersécurité, mais c'est un terme très générique, même s'il existe des définitions au travers d'un certain nombre de normes et de standards, mais on va rester relativement générique, mais c'est important de bien resituer de quoi on parle. Un panorama de la menace avec un certain niveau de constat et surtout un certain niveau d'urgence. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années ont été relativement euh, actives de ce côté-là. Et enfin, on fera un point sur la partie manager de transition, donc vous directement, mais ça peut aussi intéresser certains de vos clients ou managers chez vos clients directs qui peuvent peut-être nous suivre aujourd'hui, face aux risques entre guillemets cyber. Et vous allez voir qu'on va vite prendre du recul sur la terminologie cyber. Alors, un petit peu de vocabulaire. Alors, vous entendez souvent parler de cybersécurité, c'est un mot qui est aujourd'hui très générique. Il y a quand même des distinctions entre la cybersécurité et ce que vous allez, je vois que
les gens arrivent au fur et à mesure, hein, bienvenue. Entre la cybersécurité et la sécurité de l'information, sans parler de système de management de la sécurité de l'information qui ne fait pas partie de ce sujet. Donc, on va simplement rester sur la partie cybersécurité et sécurité de l'information. Et la principale différence, même si le terme cybersécurité, finalement, aujourd'hui, le buzzword fait que quand on parle de cyber, on va parler de sécurité de l'information et de tout ce qui en découle. La sécurité de l'information, ça va être l'ensemble des actifs de l'entreprise. Je vais penser plutôt particulier, mais bien sûr à l'information ou au patrimoine informationnel de l'entreprise, mais ça va concerner aussi les matériels, les savoir-faire de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les process, les procédures, l'ensemble en fait de ce qui compose et ce qui permet à l'entreprise d'avancer, entre guillemets, avec un certain niveau de sécurité qui est acceptable et accepté. Donc ici, on se focalise vraiment sur la partie gouvernance, la partie gestion des risques, la conformité, bien entendu, alors aux lois. Alors on est en France, il y a des lois en France, il y en a dans tous les pays d'Europe et dans le monde, et quelquefois, elles peuvent être complémentaires ou contradictoires. Voilà, donc suivant l'organisation dans laquelle vous allez travailler, vous devrez sans doute vous adapter à ces différentes contraintes. Et puis surtout, la sécurité de l'information, elle est en relation directe avec le métier, les besoins métiers en matière de sécurité. La cybersécurité, c'est la déclinaison de cette finalement stratégie et de ces besoins de sécurité euh, plutôt technique. J'entends par là que si je prends euh, la définition que va donner l'ANSSI, alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le terme système n'est pas négligeable, eh bien la définition, c'est un état recherché pour un système d'information lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données. Donc on est vraiment plus sur une partie technique déclinée des objectifs et de la gestion des risques plutôt issus de la sécurité de l'information. Mais pour cette conférence, on va rester simple, on ne va pas rentrer dans ces détails. On va parler de cybersécurité au sens large. Entendez par là l'ensemble de ce que vous pouvez voir à l'écran. Alors, je vous ai parlé de disponibilité, intégrité et confidentialité. Évidemment, l'objectif, c'est de qualifier l'ensemble des assets, donc des actifs de l'entreprise, et de définir leurs besoins en termes de confidentialité, intégrité et de disponibilité, ce qui va constituer finalement l'information security, la sécurité de l'information. Alors, on va rentrer très vite dans le détail. Vous avez ici une fresque chronologique sur ces 10, 12 dernières années. Alors, ça reste très limité puisque le nombre d'incidents de sécurité, j'ai bien dit de sécurité, hein, pas forcément cyber, mais de sécurité. Si je reprends, alors ce sont tous des entreprises que vous connaissez plus ou moins, mais Yahoo en 2013-2014 a eu une fuite de données de plus de 3 milliards de comptes. Si je prends MySpace, qui était un service web également et de stockage, 360 millions de comptes ont été vendus sur le dark web. Je vais prendre NetEasy, Uber que vous connaissez, qui s'est fait voler il y a quelques années plus de 57 millions de données utilisateurs. Je pourrais continuer comme ça. Vous avez à la fois des données utilisateurs qui ont été divulguées, vendues, partagées, etc. Mais aussi, vous avez des, euh, des entreprises qui ont subi des attaques non pas liées à la fuite de données, mais plutôt à des perturbations liées à la supply chain. Alors,
en rouge en 2023, vous avez NotPetya. Alors, NotPetya, c'est le malware qui a conduit à cela, mais qui a paralysé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait, beaucoup de transports logistiques, créant des retards de livraison alimentaire, etc., etc. Donc, ça a été une attaque massive et d'ordre mondial. Les hôpitaux, alors là, on pourrait en parler également. Là, on est sur une statistique, entre guillemets, un peu plus américaine, mais je me souviens très bien que depuis le Covid, alors je vais parler plutôt de la France, hein, puisque j'ai été relativement concerné, entre autres concerné notamment dans des activités, alors à la fois professionnelles, mais aussi en tant que réserviste de la gendarmerie nationale. Les hôpitaux en France ont été une cible privilégiée pour plusieurs raisons entre 2000, Covid, hein, on va dire, hein, Covid, et encore jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est une cartographie globale et générale. Il y aurait plein d'autres exemples à vous donner, mais on va rentrer dans le détail tout de suite. Donc tous les secteurs sont touchés, que ce soit les plateformes numériques, le secteur financier, la santé, l'industrie, la logistique, avec, vous verrez, une forte évolution, notamment sur le secteur de la santé, mais aussi tout ce qui va être l'industrie. Alors, petit panorama de la menace, extrait notamment de sources donc, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc très française, de cybermalveillance et français aussi, de CERT France, pardon, en 2025. Et là, on a quand même des chiffres qui sont relativement intéressants. Donc, sur 2024, enfin 2025, 385 000 attaques ont été recensées. Alors, comment on peut les recenser, ces attaques? Et c'est assez parlant quand même si c'est à minorer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la plupart des informations qui sont remontées sur les attaques sont plutôt issues des différents services publics ou des entreprises qui travaillent avec des services publics. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont l'obligation de remonter ce type d'incident, notamment à l'ANSSI. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises privées que vous pouvez connaître. Donc, c'est à mettre en perspective. Donc, c'est 385 000 attaques, mais c'est évidemment beaucoup plus. Ce que l'on se rend compte aussi, c'est que 70% des attaques, tout particulièrement les petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On le verra dans quelques slides, parce qu'en fait, ces petites et moyennes entreprises ont finalement assez peu de budget pour se protéger. Et se protéger, il y a un ticket d'entrée, hein, il y a un certain nombre de choses à faire. Toutes les sociétés de 10, 15, 20 personnes ne peuvent pas se permettre d'avoir un responsable de sécurité qui va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros par an ou des experts cyber. J'ajouterais une chose, c'est que souvent, ces entreprises, bon, on a tous en tant qu'entreprise des clients et des fournisseurs, ce sont très souvent des fournisseurs de structures beaucoup plus grandes et il est beaucoup plus facile de s'attaquer à ces structures plutôt qu'à une entreprise du CAC 40 qui a, lui, les moyens de se, entre guillemets, protéger contre les d'éventuelles attaques. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque attaque, alors c'est une durée moyenne d'interruption, hein, des fois ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus, mais vous avez en moyenne une durée d'interruption opérationnelle de l'ordre de 21 jours. Alors 21 jours, si vous prenez ça en jour ouvré, ça fait un mois. Pour une entreprise, un mois d'arrêt, c'est tout simplement catastrophique. Et ça transparaît directement dans les chiffres suivants. 50% des entreprises qui ont été attaquées ont des difficultés dans les 6 mois. Ça veut dire que, OK, ça s'arrête 21 jours, mais que les 6 mois suivants sont très durs. Et le pire, c'est que 60% de ces 50% cessent leur activité dans les 18 mois. Et c'est pas pour rien, parce que, outre l'interruption
opérationnel, donc forcément c'est du chiffre d'affaires en moins, c'est de la réputation, c'est tout un tas d'impact. Le coût moyen par attaque est estimé à environ 450, voilà, on va dire 450 000 euros par attaque. Et c'est assez cohérent. Alors, je vais peut-être vous raconter une petite histoire, mais je la reprendrai un peu plus tard. Il y a quelques mois, enfin, j'interviens pour des fonds d'investissement dans le cadre de fusion-acquisition, M&A, etc. Et cetera. Et j'avais un client qui souhaitait acheter une entreprise un peu plus petite, enfin un peu plus petite, mais qui générait quand même entre 400 et 500 millions, donc qui gérait plutôt, gérait entre 400 et 500 millions de chiffres. C'est une activité financière qui représentait environ une centaine de personnes. Il se trouve que cette structure a été victime d'un malware. Ils ont été contactés par les malfaiteurs qui ont paralysé complètement leur système, chiffré toutes les données, donc évidemment interruption opérationnelle, et qui leur ont demandé 1 million d'euros pour re-rendre disponibles les données et les services. Ils sont rentrés dans une phase de négociation et des 1 million, ils ont réussi à négocier 400 000 euros. Donc, ils ont payé une rançon de 400 000 euros aux malfaiteurs au moyen de crypto-monnaies, Bitcoin et autres. On n'est pas loin des 466 000 qui sont ici. J'y ajouterai la perte opérationnelle. La grosse problématique, c'est qu'effectivement, ils ont payé. Ils ont mis 2 à 3 semaines pour rétablir ou récupérer un peu moins de 50% des informations qui ont été corrompues. Comme quoi, même en payant, on ne récupère pas tout. Hein, voilà. La seconde chose, c'est qu'en termes de négociation, alors, outre le fait de récupérer ces données, c'est de négocier le mode opératoire qui a été suivi pour rentrer dans le système et corrompre le système. Cette information, ils n'ont pas réussi à la négocier, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont réalisé des audits de sécurité, etc. Je suis intervenu aussi, moi, par ailleurs. Eh ben, ils ne sont absolument pas sûrs que dans 6 mois, ça recommence. Parce que même si les attaquants ont promis de ne plus les attaquer, ils n'ont pas promis de revendre le mode opératoire à un autre groupe qui pourrait refaire exactement la même chose. Imaginez maintenant que vous êtes dans une situation où vous vendez votre entreprise et que vous avez un fonds d'investissement qui va vous racheter 6 fois, 10 fois votre bénéfice ou votre chiffre d'affaires. Vous comprenez bien que l'entreprise qui rachète peut émettre des doutes sur la future viabilité de l'entreprise et ça donne des arguments de négociation, etc. etc. Donc, voilà. Donc, 466 000 euros par attaque en moyenne. Je pense que, ah oui, juste pour compléter petite histoire, ils avaient une assurance cyber qui a pris en charge un certain montant. Évidemment, la prime d'assurance est passée de 50 000 euros à plus de 150 000 euros par an, etc., etc. Bon, je pense que avec ce que cela a coûté, ils auraient pu très bien investir dans une stratégie de backup ou des fonctionnalités de sauvegarde de leurs données qui leur auraient coûté quelques dizaines de milliers d'euros à tout casser. Et ils n'auraient jamais eu à payer quoi que ce soit et ils n'auraient pas eu de perte opérationnelle ou elle aurait été très très limitée. Comme quoi, quelquefois, il vaut mieux dépenser un petit peu pour éviter de perdre beaucoup un petit peu plus tard. Alors, autre point intéressant, c'est que 60% aujourd'hui des cyberattaques exploitent désormais la supply chain, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer plutôt à vos fournisseurs. Alors même si supply chain, c'est pas tout à fait une chaîne, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui, hein. Mais va plutôt s'attaquer à vos fournisseurs pour vous atteindre, retarder vos programmes, retarder vos livraisons. Enfin bref, c'est une autre façon de faire, mais qui croît énormément. Alors très rapidement, on a vu quelques menaces, quelques données qui ont été exfiltrées. Il y a une grosse tendance aujourd'hui, non plus à faire de l'exfiltration, ça existe toujours, bien entendu, hein. Il y a le gain financier qui est toujours présent, mais on est rentré dans une ère
déstabilisation, si vous considérez le contexte géopolitique européen, français, les relations entre les différents États, les différents gros blocs, etc. On rentre dans une ère où finalement on est plus là enfin, on est plus là. Les attaques commencent à avoir une tendance à vouloir déstabiliser le pays et notamment certaines infrastructures. Et là, vous avez l'exemple, alors c'était il y a un an, un peu plus, d'une attaque sur un barrage norvégien où des malfaiteurs ont réussi à prendre le contrôle de l'ouverture des vannes pendant plusieurs heures. Bon, heureusement, ça n'a duré que 4 heures avant que ça ne soit détecté et que les services puissent intervenir. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils sont rentrés. Ils sont simplement entrés à travers une interface web. Aujourd'hui, on est de plus en plus interconnectés. On peut accéder de plus en plus à distance, ne serait-ce que pour des questions de praticité, de maintenance, etc. Ils ont accédé à l'interface d'administration et de gestion du barrage à cause d'un mot de passe faible ou disons trivial, donc facile à deviner, surtout quand on voit dans les premiers slides le type d'entreprises qui ont été piratées avec de l'exfiltration de comptes, éventuellement de mots de passe, c'est chiffré, mais un mot de passe, ça se déchiffre aussi, et ça se devine aussi. On utilise chez Yahoo, chez Google et autres les mêmes mots de passe très souvent. L'administrateur ou l'opérateur avait utilisé son mot de passe personnel, potentiellement un mot de passe personnel qui a fait partie d'une fuite. Les malfaiteurs l'ont utilisé sur ce système-là et ont réussi finalement à rentrer dans le système opérationnel du barrage. Là, ça commence à devenir important parce que même si là, heureusement, il n'y a pas eu de victimes, parce que ça s'est arrêté assez vite et puis qu'il y avait une capacité d'absorption du cours d'eau qui a évité potentiellement un risque d'inondation catastrophique qui aurait coûté des millions, voire des milliards et potentiellement des morts. C'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie et le domaine industriel, quel qu'il soit, toute intrusion va obligatoirement entraîner des arrêts de production, mais surtout constitue une vraie menace pour la sécurité des personnes. Et ça, c'est une tendance qui a été initiée en 2010, notamment à travers un virus que vous avez peut-être entendu parler, ce qui s'appelle Stuxnet, qui a été élaboré pour s'attaquer au programme nucléaire iranien, qui était très mal vu, bon, par beaucoup de pays, bien évidemment, mais surtout par les Américains et les Israéliens qui voyaient vraiment le développement du programme nucléaire, voire militaire, bon, très mal. Donc, ils ont conçu un virus qui s'introduit simplement par une clé USB et qui a été, à titre informatif, introduit par un employé, hein, tout simplement. Il n'y a même pas eu besoin de, d'un agent secret pour le déployer à son insu. Donc, une clé USB qui avait été spécifiquement créée pour dérégler subtilement les centrifugeuses d'enrichissement de l'uranium qui ciblaient notamment des équipements Siemens. Alors, je ne révèle rien en disant ça, hein, c'est documenté depuis, voilà, Siemens le sait, ils ont fait des correctifs, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, cette opération, hein, finalement, ça a été une opération de déstabilisation de l'Iran. Eh bien, ça a permis, entre guillemets, aux Américains et aux Iraniens de retarder de 2 à 3 ans, c'est une estimation, l'Iran sur leur programme nucléaire. Donc, depuis 2010, en fait, on voit une émergence de menaces qui un peu hybrides, mais qui s'attaquent vraiment au système industriel et notamment des infrastructures critiques. Ici, vous avez un autre contexte qui me parle tout particulièrement parce que je l'ai vécu en direct. Je travaillais pour la Commission européenne et notamment pour une agence des programmes spatiaux européens. Je travaillais sur la partie alors, sécurité avec un grand S, avec la partie physique, mais la partie cyber, la partie des opérations. Et c'était un système spatial et un système spatial
c'est pas que des satellites, c'est des satellites ou une constellation de satellites, mais aussi ce qu'on appelle un segment sol. Donc, c'est finalement des petits mini data centers avec des antennes qui sont répartis sur un ensemble du territoire, alors plutôt en Europe, puis pour certains plutôt à l'international, pour avoir une couverture globale. Quoi qu'il en soit, c'était en 2022 et ça, c'était la veille du, de l'attaque russe en Ukraine. C'est passé la nuit, enfin la veille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont attaqué une infrastructure de communication qui était utilisée par l'armée ukrainienne pour paralyser leur communication. C'était à travers l'entreprise Viasat, voilà, et le système s'appelait Kassat, mais bon, allez, peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont trouvé une faille au niveau des systèmes au sol et qui leur a permis de se connecter sur un modem, donc une interface d'accès externe, et d'y pousser un malware, donc un virus, pour faire très simple, qui a complètement déréglé et rendu indisponible l'ensemble de ces modems au sol. La problématique, c'est que Viasat alors, fournissait des services utilisés, on va dire à double usage, utilisés à la fois par des clients militaires comme l'armée ukrainienne, mais aussi utilisés dans le civil. Et notamment, il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux, notamment en Allemagne, mais pas que. L'Allemagne est équipée d'un très important réseau d'éoliennes électriques, environ 6000, et qui alimentent un grand nombre de villes. Et cette attaque a créé un blackout sur un certain nombre de villes pendant plusieurs jours, blackout électrique, j'entends, pendant plusieurs jours en Allemagne. Pourquoi? Parce que le réseau les éoliennes, c'est intéressant sur plein de points, évidemment. La problématique, c'est qu'il est plus simple de les administrer, de les contrôler par un satellite. Ça évite énormément de câblage, etc., plutôt que de déployer du câble. Donc, tout était contrôlé par satellite. Bah, évidemment, les éoliennes se sont arrêtées et ça arrête plus de courant. Allez, je passe. Donc maintenant, le secteur spatial, vous le suivez peut-être les informations, mais euh, sont de plus en plus une cible, hein. Juste l'année dernière, on a recensé sur l'ensemble des systèmes, alors je vais dire mondiaux, à l'exception de la Chine, où on ne sait pas, la Russie, où on ne sait pas, etc., mais plus de 237 cyberattaques sur les infrastructures spatiales. Allez, je vais vous donner un autre exemple. Bon, là, vous connaissez, bon, c'est un domaine un petit peu militaire, mais c'est pas grave, ça reste de l'industrie. Vous voyez ici le F-22 américain. C'est un avion de suprématie aérienne, hein. Il a été développé dans les années 80, 90 à peu près. Bon, aujourd'hui, il est évidemment en opération. Et bien, quelques années plus tard, nos amis chinois ont créé le leur. Voilà, je vous laisse à faire le jeu des comparaisons, mais oui, il est de notoriété publique qu'effectivement, des plans, des tentatives d'espionnage, de fuite de données ont été récupérés par la Chine pour cet avion. Je pourrais aussi ajouter que c'est vrai pour le F-35, qui est un peu plus multi-mission, mais est plus récent et plus cher aussi, où la Chine a le J-31 et le J-35, qui sont clairement des copier-coller des avions américains. Est-ce qu'ils volent aussi bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont si performants? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les ressemblances sont frappantes. Et le plus intéressant, alors ça c'est du Lockheed Martin, hein, pour information, c'est que c'est pas Lockheed Martin qui a été attaqué et qui a fait l'objet d'exfiltration de données, ce sont les sous-traitants. Donc on retombe encore une fois sur la partie de l'importance de la supply chain et des différents intervenants. Alors un autre exemple, alors c'est un peu différent, mais ici vous avez, alors je suis mis à droite, j'aurais peut-être dû le mettre à gauche, mais c'est pas grave, Airbus A320.
Bon, bah, de la même façon, le C919 chinois est sorti quelques semaines après. Alors, Airbus, bon, s'en doutait, ils avaient même été prévenus par la DGSE que de vendre des avions à la Chine, ce que fait la Chine, bon, c'est aussi vrai pour la Russie et d'autres pays, hein. Ils vous achètent quelques avions, ils en démontent un complètement, ils font de la rétro-ingénierie dessus, et puis bah, ils font leur. Pourquoi voulez-vous dépenser des millions, des milliards en recherche et développement, alors que vous avez un potentiel concurrent qui l'a fait pour vous finalement, et vous allez dépenser quelques dizaines de milliers d'euros, allez, on peut monter à quelques millions d'euros dans une stratégie d'espionnage, d'exfiltration de données, de payer quelqu'un même en interne pour sortir de la donnée. Enfin, je veux dire, le choix est très vite fait, hein. Quand vous avez un avion qui coûte 1 million de dollars à développer, bah, on peut dépenser 5 millions, hein, pour piquer les bonnes idées aux voisins. Donc, c'est ce qui s'est passé. Airbus a vendu deux avions. Il n'y en a qu'un qui a volé. L'autre a complètement disparu. Bon, bah, il ne faut pas trop se poser de questions. Ils le savaient que ça pouvait arriver. C'est arrivé. Maintenant, ils étaient en train d'ouvrir une usine en Chine, etc. Bon, c'est des choix stratégiques et c'est ce qu'on appelle de la gestion de risque. Voilà, tout simplement. Allez, le manager de transition est le risque, entre guillemets, silencieux. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir le contexte du manager de transition. Le manager de transition, est-ce que c'est une cible ou est-ce que c'est un rempart? Je pourrais étendre ça à tous les managers, hein, soit en passant, notamment ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi cette structure c'est structurellement inévitable? On va voir ça. Et puis enfin, on verra les connaissances. Alors, petit panorama de la menace, mais surtout le contexte dans lequel le manager de transition, notamment chez Delvid, intervient. Déjà, quand ils interviennent, c'est pas pour n'importe quelle raison, hein. Il y a une différence entre un manager de transition et un consultant. Je ne critique pas le consultant, bien entendu, je l'ai été pendant des années, c'est pas le sujet. Mais le manager de transition fait souvent preuve d'une expérience bien plus grande. Il est très souvent même surqualifié, j'ai envie de dire, par rapport à la mission qu'il va effectuer chez ses clients. Pourquoi? Parce qu'il va être opérationnel immédiatement, il va être objectif et neutre, il va arriver dans une structure. Toutes les structures ont leur petite politique interne, leur petite guéguerre de service. C'est pas nouveau, c'est comme ça, c'est humain. Lui, il va arriver avec un objectif complètement recul de tout ça, complètement neutre. Il va pas chercher à faire carrière et à prendre entre guillemets, le business du petit copain. Il va simplement avoir une culture de résultat. Il est là pour une chose, il le fait et d'une manière générale, au bout de quelques mois ou quelques années, une fois que tout est remis en place, il arrive. Mais quand il est appelé, il arrive toujours. Pourquoi? À cause d'une situation qui est délicate. Et des situations délicates, vous en avez tous connues, moi également. J'en ai cité quatre ici, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. La première, c'est plus une situation d'urgence. Je ne vais pas dire gestion de crise, même si je l'ai cité là, mais, et ça m'est arrivé, ça d'ailleurs. Ça peut être tout simplement la perte brutale d'un dirigeant clé ou d'un homme clé, un décès, une démission, un arrêt maladie très long, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai eu le cas. J'ai monté il y a quelques années un gros projet, un gros consortium d'à peu près 6 millions d'euros pour travailler sur du spatial, de l'IA, enfin tout un tas de choses qui étaient importantes. Et il y avait un des partenaires spécialisé en intelligence artificielle avec des innovations assez structurantes et qui s'adaptaient complètement à notre projet. Et c'était les seuls à savoir faire ça ou avoir développé ça. Il se trouve que c'était une petite boîte d'une dizaine de personnes. Le dirigeant, alors outre le fait qu'il était dirigeant, c'était vraiment l'homme clé, le savoir, les compétences, la vision, etc. Malheureusement, il est décédé assez jeune d'ailleurs. Et ça a retardé du coup notre projet en interne. C'était prévu sur 3 ans. On a pris 6 à 8 mois. C'était difficile de retrouver quelqu'un. Voilà. Donc on a dû changer le projet. Bon, c'est des choses qui arrivent.
Et ça, un manager de transition, enfin, des comme ça, vous n'en trouvez pas tous les jours non plus sur le marché. Bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une chute brutale du chiffre d'affaires. J'ai eu le cas d'un client qui avait pas beaucoup de clients, ils en avaient une grosse douzaine, mais dont un représentait 70% du chiffre d'affaires. Pour X raisons, ce client est parti à la concurrence ou n'a pas renouvelé ses contrats. Quand vous avez une boîte qui perd 70% du chiffre d'affaires, je peux vous assurer que c'est une vraie crise et que là, il va falloir trouver des solutions rapides et qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Là, vous avez des managers de transition, évidemment, qui sont arrivés. Pas forcément dans des bonnes conditions, je ne vous le cache pas, notamment des RH, pour finalement faire ce que tout employé déteste, mais réduire ce que je vais euh, péjorativement appeler réduire les outils de production, donc euh, les, finalement le nombre d'employés. Vous pouvez avoir une crise sanitaire. On a tous connu le Covid et personne n'aurait pu imaginer que le monde s'arrêterait à cause de ça, mais c'est comme ça. Ça peut être dans le cas d'une cyberattaque massive, d'une fermeture d'usine, d'une grève dure, enfin bref, plusieurs choses, situation d'urgence. La transformation et le changement aussi, hein, donc c'est vraiment des situations de rupture. Je pense plutôt à tout ce qui va être fusion, acquisition. Ça rejoint un petit peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein. Ils ont investi quelques dizaines de milliers d'euros dans une vraie stratégie de sauvegarde qu'ils n'avaient pas, soit dit en passant, et ben, ils auraient pu négocier leur rachat de manière plus sereine et auraient donné moins d'arguments à la contrepartie qui n'avait aucune assurance que dans les 6 mois, ça n'allait pas fermer. Voilà, donc quand vous vendez votre société à 100 millions et que bah, je vous la rachète à 60, bah, finalement il y a 40 millions d'écart, bah, valait peut-être mieux investir les 50 000 euros pour la partie sauvegarde. Réorganisation industrielle et puis tout ce qui est changement d'une manière générale. Les gens détestent le changement, hein, il faut le savoir, même s'il est indispensable à la survie des entreprises. Le management de relais, alors ça m'est arrivé aussi, situation de vacances, alors de vacances dans le sens un trou dans l'effectif, hein, pas simplement des vacances, avec des postes clés, un DAF, un DRH, un DSI. Si ça, c'est vraiment des postes clés, hein, dans le sens où si une entreprise a plus de DAF, c'est un vrai problème, il n'y a plus de DRH, c'est compliqué, et s'il n'y a plus de DSI, ben, j'ai envie de dire, il y a tout qui s'arrête. Donc, ça, ce sont vraiment des postes clés. Je pourrais rajouter RSSI, GT, RSSI de transition. Ce sont des sujets un peu plus délicat et plus rare. Mais moi, mon objectif, c'était, j'avais un RSSI qui était parti, il y avait une équipe de 2 personnes, c'était d'assurer la continuité des différentes activités, notamment de certification. Il y avait de la certification 27001 qui était ISO 27001 qui était enclenchée, donc c'est tout ce qui est sécurité des systèmes de management de la sécurité de l'information. Et puis, il y avait d'autres contraintes plus liées à des certifications de services providers, notamment dans l'aérien, qui ne pouvaient pas ne pas être poursuivis. Donc, du coup, j'avais intégré ces équipes pendant 1 an et demi et j'étais en charge de remonter une équipe complète avant de laisser la main. Donc, trouver un RSSI, faire les recrutements, identifier des ingénieurs sécurité, etc., etc. Donc ça peut prendre du temps, effectivement, 3 à 6 mois pour recruter quelqu'un. Bon, bah, pendant cette période, un manager de transition fait parfaitement l'affaire. L'apport d'expertise ou de gestion de projet, là, je vais plutôt penser à, je sais pas moi, du manager plus spécialisé dans la transition digitale, indispensable clairement aujourd'hui, mais ça peut être un lancement d'une filiale internationale où on va préférer prendre quelqu'un pendant quelques mois, années, euh, avec une grosse expérience pour le faire, mais ça peut être la mise en place d'un ERP. C'est pas forcément le métier de l'entreprise, hein, déployer un ERP. C'est pas forcément. Enfin, voilà, vaut mieux l'externaliser à des professionnels ou une introduction en bourse, enfin, toute autre chose qui pourrait être
intéressant. Donc, le manager de transition, pour tous ces raisons, et je vais continuer mon argumentaire, eh bien, est une cible privilégiée des attaquants. Alors, on va remettre le contexte organisationnel en place. Alors, bien entendu, le DSI est potentiellement aussi un manager de transition. Je vais considérer que le DSI est là, et très en vulgarisant, hein, c'est très restrictif ce que j'écris là. Il va être en charge, entre guillemets, de la partie technique, donc l'infrastructure, les serveurs, les clouds, les déploiements, les maintenances et autres. Le RSSI, lui, donc, quand il y en a, c'est pas toujours le cas, hein, notamment dans les petites moyennes infrastructures, c'est pas forcément le cas. Lui, il va être plutôt en charge de gérer. Alors, gérer, ça ne veut pas dire être responsable des risques, hein, mais de gérer les risques, donc de les évaluer, de réaliser des audits, de s'assurer de la conformité à des règles. Ça va être de s'assurer des différents plans de continuité de l'entreprise, hein. Alors, juste pour information, on a plusieurs plans de continuité en fonction du scénario qui vous tombe dessus. Et on a généralement un plan de secours informatique qui est différent. Et évidemment, vous n'allez pas gérer, je ne sais pas moi, une gestion de crise aviaire ou de Covid ou X raison qui vous interdit de rentrer ou de vous déplacer sur votre lieu de travail avec un plan de secours informatique où vous avez un serveur qui tombe. Donc, ce sont des choses complètement différentes, mais complémentaires. Donc, il gère les risques, il va établir les règles, donc les politiques, la gouvernance, les normes de sécurité, mais toujours en fonction du métier, des objectifs et des besoins métiers. Et enfin, tout ce qui va être conseil et communication, donc, le rôle de conseil est évidemment important. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que ci, parce que ça, faites plutôt comme ci, plutôt comme ça. Voilà. Donc, ce sont des règles organisationnelles ou techniques et travaillent en adéquation avec le DSI. Je profite de slide pour préciser qu'en fait, l'emplacement hiérarchique du RSSI, lui, peut être à différents niveaux. Alors, soit il va être directement rattaché au directeur général ou au même niveau que le DSI. Vous voyez bien qu'on a d'un côté une partie technique et technologique et de l'autre côté, finalement, on a plus un niveau de gouvernance aligné sur le business. Donc c'est d'une manière générale l'idéal. Et ensuite, vous avez, ça arrive ça arrive très souvent, des RSSI qui sont sous le DSI ou dans la DSI. Quand c'est le cas, ça ne facilite pas la gouvernance, ça ne facilite pas l'évaluation des risques vis-à-vis du business. On va être là, le RSSI va être plus là pour mettre en place des mesures de sécurité, ce qu'on n'attend clairement pas d'un entre guillemets vrai RSSI. Le RSSI, il est là pour établir les règles qui sont mises en place par la DSI et recontrôlées par le RSSI pour s'assurer que c'est en ligne avec les objectifs métiers et les valeurs de l'entreprise, les valeurs de métier de l'entreprise. Alors vous, en tant que manager de transition, vous êtes souvent un décisionnaire opérationnel. Alors bien entendu, ça peut être un DSI ou un RSSI, mais je vais penser ici à tout ce qui va être DRH, comptabilité, DAF, enfin, voilà, toute la partie, j'ai envie de dire, activité support. Donc là, vous avez vraiment un vrai rôle parce que c'est vous qui créez les conditions. Quand est-ce que je change de fournisseur? Quand est-ce que je change d'applicatif? Quand est-ce que je donne ou pas des accès à mes nouveaux employés en fonction de leur rôle, leur responsabilité, si c'est un stagiaire, si c'est telle ou telle personne avec telle ou telle activité. Bon, bref, c'est ce manager-là qui va dire et qui va décider des niveaux d'accès et des informations dont ils vont pouvoir avoir connaissance. Ils ont le droit de participer à telle réunion ou pas, parce que peut-être qu'on va discuter d'informations peut-être un peu sensibles, stratégiques, etc. Le stagiaire n'a peut-être rien à faire là, d'accord? Mais ça, c'est pas le RSSI qui va le deviner, et encore moins le DSI. C'est à la charge
du manager et du manager de transition en plus qui vient d'arriver, d'identifier toutes ces conditions et d'imposer, bien entendu, à vos collaborateurs d'appliquer les règles, à minima les règles non techniques, donc ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que si, parce que ça, cliquez pas là, enfin j'en sais rien, voilà, qui peuvent être établis et qui sont généralement établis par le RSSI, encore une fois, quand il y en a un. Et puis, votre rôle aussi, et ce n'est pas celui du RSSI, ça va être de vous assurer que dans votre service, les employés suivent les règles. Et que, par exemple, c'est un exemple, hein, mais que s'il y a un problème de sensibilisation dans l'entreprise, c'est vous le manager direct, c'est à vous de vous assurer que vos collaborateurs suivent les formations, suivent les sensibilisations de sécurité, etc., etc. Donc, tous les managers, que ce soit RH, compta, etc., ont cette responsabilité d'appliquer ou de faire appliquer des règles établies par le RSSI. Et d'où ma remarque de tout à l'heure, c'est plus facile quand le RSSI est rattaché directement à la direction plutôt qu'en dessous du DSI. Il a évidemment plus de pouvoir, il a le soutien de la direction générale, c'est beaucoup plus facile à faire descendre auprès des autres équipes. Donc le problème, non mais la sécu, c'est pas mon problème, c'est celui de l'IT et du RSSI, c'est complètement faux. Le RSSI, bon l'IT c'est un peu différent, mais en tout cas le RSSI, il est en aucun cas responsable de la sécurité, il est responsable de l'identification des risques, la validation et la responsabilité des risques restent au niveau de la direction générale. Pour terminer, je dirais que la définition du besoin de sécurité, c'est clairement du ressort unique de ceux qui portent la responsabilité de l'activité métier et de la conformité. J'aurai l'occasion de leur dire, mais des experts sécurité qui font de la sécurité pour de la sécurité n'ont rien à faire dans ce métier. La sécurité, c'est un support aux activités métiers, c'est entre guillemets une assurance à la continuité de l'activité métier, de la performance de l'entreprise et bien entendu à la conformité des lois, des réglementations qui vont bien sur le scope qui les concerne, bien évidemment. Alors, manager de transition, cible au rempart, très rapidement, vous êtes clairement, quel que soit votre domaine d'activité ou de compétence, une cible stratégique. Pourquoi vous allez arriver dans une nouvelle organisation, vous allez avoir accès à des connaissances stratégiques de l'entreprise. C'est normal, c'est pour ça que vous êtes là et c'est quand même votre rôle d'atteindre ces objectifs. Vous allez très vite avoir des responsabilités élevées, vous allez être décisionnaire, encadrant, manager, etc. Et à un niveau C-level, chief, quelque chose. Voilà. Et potentiellement, vous allez avoir un budget qui va vous être attribué. Je dis ça potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, mais globalement, vous êtes clairement une cible stratégique. Vous êtes une cible opérationnelle, tout simplement parce que vous venez d'arriver et que votre connaissance est limitée. Ce n'est pas péjoratif ce que je viens de dire, mais vous venez d'arriver, vous connaissez votre métier, bien entendu, mais la culture de l'entreprise, spécifiquement les processus en place, etc. Bon, il faut quand même un délai d'adaptation, vous allez peut-être les changer, etc. Donc, bon, quand on ne connaît pas tous les process, potentiellement, on peut faire des erreurs et on va vous demander de prendre des décisions dans l'urgence si on reprend les différentes raisons pour lesquelles vous avez été sollicité. Vous allez prendre des décisions potentiellement dans l'urgence. Certaines seront très simples, certaines un peu moins, mais sous pression. Et ça, tous les criminels le savent. Et ils vont tout faire pour générer de l'urgence et vous induire en erreur. D'accord ? Vous êtes enfin une cible personnelle, vous êtes nouveau, vous êtes visible sur LinkedIn et tous les réseaux sociaux. On sait que vous venez d'arriver dans l'entreprise parce que vous avez évidemment le mettre sur LinkedIn. C'est humain, hein, tout le monde le fait, à part certaines, mais de manière générale, tout le monde le fait. Vous êtes facile à identifier et à cibler, notamment à travers du deepfake, du phishing, et encore plus facilement à travers votre sphère personnelle,
dans le sens où j'ai cité un certain nombre de sociétés qui se sont fait pirater et que vous utilisez probablement au quotidien, mais si vous avez suivi l'actualité il y a quelques mois, tous les clients, la grosse base de clients SFR a été piratée et donc futée et disponible sur le web. C'est le cas aussi d'Orange, si je ne m'abuse, c'est le cas de Free, c'est le cas d'un certain nombre de services que tout le monde utilise. Et une fois qu'on a votre adresse email personnelle, peut-être un RIP, peut-être un certain nombre de choses, on peut très vite remonter, vous retrouver sur des LinkedIn et autres, et savoir où vous travaillez. On fait la corrélation à travers ce qu'on appelle de l'open source intelligence, intelligence dans le sens rassemblement de données. Et puis, vous allez être une parfaite cible pour ce type de personnes. Et puis, vous ne connaissez pas l'historique du SI et tout un tas de choses. Voilà. Donc, s'il y a de l'urgence, vous avez des accès un peu spéciaux, il y a de la désorganisation, danger, ça devrait être en rouge. Méfiez-vous d'un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous faire l'explication des différentes attaques qui... Attaques. Oui, c'est des attaques, mais pas forcément finalement cyber. Hein, on prend un peu de recul de tout ce qui va être de la fraude au président, donc un manager de transition au sens directeur financier qui reçoit un email du directeur, du DG demandant un virement urgent. C'est urgent, je suis à tel endroit à Dubaï, on est en train de signer un deal, il faut 450 000 euros de virement, fais-moi ça tout de suite s'il te plaît. Voilà, bah, vous avez fait le virement. Sauf que bah, la problématique, c'est que finalement, vous détectez que le virement, ce n'était pas le bon que vous vous êtes fait avoir. C'est détecté plusieurs jours plus tard. Bah, si c'est dans les 2 jours, vous pouvez espérer en récupérer peut-être la moitié, mais pas sûr. En tout cas, si vous êtes un manager de transition, vous venez d'arriver et que vous avez ce type de cas, bon, bah, déjà, votre réputation elle est clairement endommagée, hein, je pense que vous serez d'accord. Et puis bah, derrière, bon courage pour retrouver des missions, parce que ce genre de choses, ça vous colle à la peau. Bon, c'est un exemple, il y a d'autres façons de faire, mais quand on arrive chez un client avec ce type de responsabilité, il faut être très prudent. Alors bien entendu, il y a des mesures à prendre, et c'est pas forcément que le RSSI ou l'IT le problème. Alors, pourquoi cette menace, finalement, elle est structurellement inévitable? Eh bien, c'est hyper simple. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est hyper connecté. Tous les systèmes discutent entre eux. Donc ça, c'est pour la partie informatique. Mais il y a de plus en plus d'interfaces aussi humaines. Et donc, en sécurité de l'information, hein, vraiment au sens global du terme, vous avez une surface d'attaque qui explose, à la fois techniquement, mais aussi humainement, et tout ce qui va concerner ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, donc l'exploitation finalement de votre gentillesse, de votre sens du service, etc. Enfin, tout ce que vous, crédulité ou méconnaissance de certaines règles vont être exploitées. L'héritage des infrastructures, vous avez beaucoup d'infrastructures. Je pensais notamment à des hôpitaux, c'est juste une catastrophe malheureusement, mais c'est aussi vrai pour certains systèmes industriels. Quand vous avez une papeterie qui utilise des machines rotatives depuis, je sais pas moi, 50 ans, allez, on va dire 30, parce que c'est modernisé, c'est automatique, c'est géré par de l'informatique aussi pour que ça soit plus simple. Bon, bah, vous n'allez pas les changer tous les 3 ans et sur ces systèmes industriels, il y a très peu de mises à jour. Donc, une faille, une fois qu'elle est là, bah, elle est là. Et puis, bah, elle est exploitée 10 ans après, bah, les machines ne fonctionnent plus. Donc, si tu veux qu'elle retourne, eh bah, tu me payes et puis je te la fais retourner. Bon, voilà. Forte dépendance à la chaîne d'approvisionnement, la supply chain. On utilise de plus en plus de solutions tierces, de sous-traitants, d'intégrateurs, ce n'est pas forcément les pires, mais des sous-traitants. Je pourrais vous citer, là, si vous avez suivi l'information il n'y a pas très très longtemps, Pierre Fabre, qui a fait appel à une société de maintenance informatique, hein, donc ça c'est très, très courant. Et il se trouve que le technicien qui est venu en a profité, ou a essayé en tout cas,
de voler des données chez Pierre Fabre. Alors, tout ce qui est pharmaceutique, généralement, ils sont très prudents à cela et fort heureusement, l'accès a été détecté et ils ont pu arrêter cette tentative de vol d'informations. Ça peut être des brevets, ça peut être tout un tas de choses, hein. Euh, mais ce sont des choses qui se font. Et ça aurait pu être très clairement. Alors, il y avait la partie technique, hein, mais c'est vraiment le dernier rempart. Mais en amont, dans la sélection du fournisseur, ils auraient pu mettre en place des clauses, des avertissements, un certain nombre de choses au niveau contractuel pour limiter, entre guillemets, ce type de tentative. La complexité architecturale croissante, bon, je ne vous fais pas de dessin, c'est vrai. La montée en puissance des capacités offensives, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ça existe depuis longtemps, appelez ça des algorithmes, etc., ou des systèmes experts. Là, aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle. C'est accessible au grand public, à tout le monde. De ce côté-là, c'est une vraie catastrophe parce que certains groupes arrivent à développer et en quelques clics, hein, aujourd'hui, hein, l'intelligence artificielle, vous savez coder euh, des, euh, des virus, des malwares, en quelques clics, en 5 minutes, vous payez ça 2,50 € et c'est bouclé. Donc il y a beaucoup de groupes type APT, en termes techniques et un peu barbare, mais c'est tout ce qui va être Advanced Persistent Threats, donc c'est des menaces qui vont doucement, en fait, s'intégrer dans votre système d'information de manière très discrète et juste en attendant le bon moment pour faire telle ou telle activité. Filtration de données, saturation de serveurs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Les États, aujourd'hui, hein, contexte géopolitique, je ne vous la refais pas, vous la connaissez, sont clairement des menaces, mais font souvent appel à des cyber-mercenaires. Vaut mieux que ce soit les cyber-mercenaires qui soient identifiés, pointés du doigt, plutôt qu'un État russe ou chinois, même si au final, ou américain, ou italien d'ailleurs, hein, je ne fais pas de distinction, hein, un État hostile, entre guillemets, à la France, si je me considère là en France, voilà, c'est plus facile de faire appel à des cybermercenaires. Ensuite, il y a la pression réglementaire, transformation rapide, hein, les normes, alors ça c'est très européen et peut-être encore plus français, mais vous avez des cadres qui vont sans doute vous parler, mais vous avez la NIS 2 qui est en cours de déclinaison au niveau national, qui s'adresse plus aux infrastructures critiques de défense et énergie, des choses comme ça. Vous avez DORA, donc plus pour les acteurs financiers. Et vous avez tout ce qui est les instructions générales interministérielles qui vont se appliquer plutôt à la défense, l'IJ pour les intimes, et puis toutes les autres réglementations assimilées. Là, il y en a à l'appel. Et ça, le RGPD, par exemple, en fait partie. Des choses qui créent une pression supplémentaire pour les entreprises. Voilà, plus pénurie de compétences, de dettes, etc. Tout ceci, là, cette complexité, ça gêne beaucoup et c'est propice à ce qu'on appelle le shadow IT. Ça va être la tendance à utiliser par les DRH, par les DAF, par d'autres services, des services IT dans le cloud essentiellement, hein, des services clés en main. Tiens, j'ai du chat GPT, je pourrais analyser tel ou tel document facilement, je vais prendre un abonnement à mon nom, ça coûte 20 € ou plus, j'en sais rien. Et puis, ben, je vais tout pousser là-dessus. Ça peut être la même chose pour tout ce qui est service de R&D. Et ça arrivé à Samsung, et ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce que finalement, ils ont poussé sur des chats GPT et autres intelligence artificielle des potentiels brevets qu'ils allaient, voilà, ou pour travailler dessus ou améliorer un certain nombre de choses. Donc, et sans passer par le RSSI et sans passer par l'IT, évidemment. Et alors qu'aujourd'hui, il existe des solutions internes qui vont éviter ce type de fuite de données complètement transparente, sachant que ça, c'est pas nouveau. Google Translate existe depuis 20 ans, je crois. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'informations qui ont fuité avec du Google Translate. Voilà. Bon, bref, dans tous les cas, ça nécessite des discussions, quelles que soient les activités, avec une expression de besoin et des discussions
avec l'IT et une implication absolument indispensable du RSSI, qui n'est pas forcément systématique. Bon, en tout cas, juste pour conclure sur ce sujet, la sécurité, ça sert à rien si elle ne sert que le métier. Il n'y a pas besoin de sécurité pour le métier, bah, on ne fait pas de sécurité. Il y a besoin d'un petit peu, on en fait un petit peu, il y en a besoin de beaucoup, on en fait beaucoup. Mais dans tous les cas, si ça ne sert pas le métier, ça ne sert à rien. Allez, conséquences, impact, je regarde l'heure. Oui, il nous reste 1 minute, Alexandre, du coup. Ah, je vais dépasser, tu vois. Alors ça, c'est Non, la non, mais bonne... c'est pas grave. J'ai partagé tes coordonnées dans la partie QNR pour que les uns et les autres puissent te poser Pas directement de des souci, je questions. continue, mais ça va, je vais aller un peu plus vite. 1 minute, il est 30. Bon, ça, c'est toujours une façon d'en gagner 10. Donc, restez encore avec moi 10 minutes et ça, avec nous 10 Non, non, minutes, et ça non. ira. Bon, tout ça, ça nous amène à des impacts financiers, alors qu'ils soient directs, les paiements des rançons, les rémédiations pour les coûts, etc. Des destructions. Ah, pardon, c'est en anglais, là. Je n'ai pas traduit, autant pour moi. Je fais C'est plutôt pas grave. ces formations en anglais. Donc, tout ce qui est disruption opérationnelle, hein, vous m'aurez compris, le dommage à la réputation, tout ce qui est légal et tout ce qui est conformité, des conséquences sur ces sujets-là, la perte de propriété intellectuelle, ça c'est hyper important, voilà. Et bien sûr, humainement et psychologiquement, ça peut avoir aussi des impacts, hein, parce que il m'arrive de faire des simulations de crime. Je peux vous dire que quand on sort de là au bout d'une heure et demie, la direction, donc on rejoint il y a les DAF, il y a bon, toute la partie gestion de crise. Enfin, ils sortent, ils sont rincés et ils disent mais on n'a su rien faire, hein. Voilà. Bon, bref. Donc en moyenne, sachez qu'un pirate reste dans un système plus de 200 jours dans le réseau avant de l'attaquer. Hein. Donc quand tout se passe bien, dites-vous bien qu'il y a un problème. Bon, je passe sur ces chiffres. Sachez simplement que le phishing, alors le phishing, c'est, vous savez, vous recevez un mail ou un SMS, vous cliquez dessus parce que il faut que vous payiez, j'en sais rien, faites votre déclaration X ou Y, ou payez EDF ou n'importe quoi, et que votre compte arrive à expiration, cliquez là. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle le phishing. Vous arrivez sur un faux site, vous rentrez vos identifiants, tiens, ça marche pas, et après ça remarche. Bon, ben voilà, ils ont volé vos identifiants, ils ont volé votre mot de passe, ils vont le réutiliser ailleurs. Donc le phishing est quelque chose de loin devant la technique d'ailleurs. Voilà. Alors celui-là, je l'avais viré, autant pour moi, je le On, passe. on va conclure. Je conclus. Alors c'était le plus intéressant. Je passe. C'était sur la perception du risque. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ça fait 1 heure ou ça fait 45 minutes? Oui, oui, non, ça fait 1 heure, là, on devait terminer Ah, à 9h30. bon, j'ai quelques slides encore pour vous, autant pour moi, qui concernaient notamment des notions clés et pour les DRH, la problématique pour les DRH en tant que manager de transition, le flux, la sécurisation des flux de données pour le DAF, la partie juridique et notamment tout ce qui est due diligence, notamment en cas de fusion-acquisition, la partie supply chain extrêmement intéressante, et enfin, je vous transmettrai les slides, on transmettra les Oui. slides, la façon dont on qualifie de façon cyber, entre guillemets, les fournisseurs avec des formules mathématiques, on n'est pas sur de l'Einstein, mais des formules simples qui vous permettront de qualifier finalement la menace que peut représenter votre fournisseur en fonction de votre dépendance, l'imbrication que vous avez avec lui, sa maturité cyber et la confiance que vous pouvez avoir. Et je m'arrête là. Le mot de la fin, vous n'êtes pas expert SSI cyber, par défaut, c'est évident, chacun son métier. Mais en tout cas, vous êtes rigoureux, orienté, résultat et métier. Et c'est le principal. Voilà, merci Merci. à tous de m'avoir suivi. Toutes mes excuses pour ce. Ah, il restait pas longtemps, Delphine. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton intervention fort éclairante. Merci à tous pour votre écoute. Vous retrouverez ce replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine Delville Academy en février. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bye bye!